Bonjour à tous et bienvenue sur Synapse, la chaîne qui vous parle de ce qu'il se passe dans la tête de votre chien. Aujourd'hui, nous allons parler d'un des 4 axes comportementaux qu'on vous a présenté dans notre autre vidéo sur les 4 axes, l'axe de l'attachement. Le terme attachement est habituellement utilisé pour désigner l'attachement du petit à sa mère. L'attachement est un processus vital qui est présent chez tous les mammifères. Il désigne les comportements actifs que développe un petit pour rejoindre et rester à proximité d'un individu privilégié et protecteur que l'on appelle figure d'attachement, qui est en règle générale sa mère. Le processus d'attachement existe chez le chien, mais aussi chez le chat ou chez l'homme. Et le processus d'attachement existe aussi chez les individus adultes. La figure d'attachement procure de l'apaisement et du plaisir. C'est un refuge pour le chien vers lequel il se retourne dès qu'il a peur. Mais c'est aussi une base de sécurité permettant l'exploration. Lorsque la base est rassurante, on peut se permettre d'explorer le monde. On peut souligner dès à présent que la base de sécurité, la mère en général, est aussi un modèle pour le chiot qui va calquer son comportement sur celui de sa mère. En français, on utilise le mot attachement pour désigner les comportements de soins et de recherche de la mère envers les chiots. En anglais, c'est un mot bien distinct qui est utilisé, à savoir caregiving. Précisons déjà que même s'ils ont des bases hormonales communes, ces deux attachements n'en restent pas moins deux processus différents. Le processus d'attachement est concomitant de l'empreinte chez le chien. L'empreinte. C'est le mécanisme par lequel un individu s'identifie comme appartenant à une espèce. Cette empreinte est un apprentissage critique qui ne se produit qu'une seule fois et ne peut se réaliser que pendant une période donnée. Elle détermine, entre autres, le choix des partenaires sexuels. D'ailleurs, vous avez peut-être déjà entendu parler des oies de Lorenz. L'imprégnation chez les oiseaux se fait en un temps très court et les oisillons qui ne voient qu'un humain pendant ces quelques heures vont se prendre pour des humains et chercher à s'accoupler avec cette espèce. J'ai même un ami qui a une colombe ou une pigeonne, je sais plus trop, qui essaie d'empêcher sa femme de l'approcher. Ou encore qui, si elle peut sortir, va suivre sa voiture quand il quitte la maison. Tout va bien. Chez le chien, comme chez la plupart des espèces domestiques, la domestication a entraîné un allongement de la période d'imprégnation. Par conséquent, et nous en reparlerons un peu plus loin, l'espèce canine a la particularité de pouvoir développer une double empreinte et un double attachement au chien et à l'humain. Mais revenons à l'attachement. Les théories de l'attachement ont été développées par H.F. Harlow, John Bowlby et plus tard par Mary Ainsworth. Ces théories reposent sur le principe suivant. Pour qu'un individu puisse avoir un développement social et émotionnel normal, il lui faut une relation particulière avec au moins un autre individu qui lui fournira des soins de façon cohérente et continue. Le plus souvent, l'individu qui procure les soins est la mère, bien entendu. La figure d'attachement a un double rôle pour la progéniture, un refuge pour se rassurer en situation de peur et une base de sécurité pour explorer le monde. Et ces chercheurs sont allés encore plus loin. Mary Ainsworth a mis au point un test qui permet de classifier les types d'attachement. Ce test est un test de référence, c'est encore quasiment le seul qui est utilisé dans les recherches de nos jours, et ce, que ce soit chez l'humain ou chez le chien. Alors, prenons le temps de regarder en quoi il consiste. Le test de Mary Ainsworth est constitué de plusieurs phases standardisées et d'ordres définis qui mettent en situation un jeune enfant et sa figure d'attachement. Sans rentrer dans les détails, il y a des moments où l'enfant est avec sa mère, d'autres où elle sort et il se retrouve seul, puis il y a des retrouvailles, et également une phase pendant laquelle une personne étrangère est présente. Ce test, également connu sous le nom de test de la situation étrange, permet de définir différents types d'attachement en fonction de la réaction des enfants aux différentes phases de test. L'attachement sécure, l'attachement insécure évitant, l'attachement insécure ambigu, auquel Mary Main et Judith Salomon ajouteront plus tard l'attachement désorganisé. 4 types d'attachements comparables à ceux de l'enfant ont été mis en évidence dans la relation entre le chien et l'homme. Plus étonnant encore, la proportion de type sécure-insécure dans la population canine étudiée s'est révélée être très proche de celle trouvée chez l'enfant. 61% de sécure pour 39% d'insécure chez le chien, contre respectivement 65% et 35% chez l'enfant. Ce test de la situation étrange a été adapté aux chiens par l'équipe hongroise de Joseph Topal et Adam Miklosi. Adam Miklosi, que j'ai écouté d'ailleurs très attentivement lors du Science Canine Forum 2023 en Hongrie, enfin quand c'était pas trop tôt le matin. Faut dire qu'on avait des soirées bien remplies. Ces chercheurs ont testé 51 chiens adultes et leurs propriétaires en observant une nette préférence pour le propriétaire par rapport à un inconnu lors des retrouvailles. De plus, les réactions observées à la séparation et à la réunion concordent avec des manifestations d'attachement du chien à l'humain. Ils retrouvent, comme pour l'enfant, différents sous-types. Ainsi, l'attachement interspécifique est bien plus qu'une simple référence pour le propriétaire. C'est aussi une synchronisation hormonale et physiologique. Les critères qui définissent l'attachement, à savoir la recherche de proximité, les réactions observables lors des séparations, les réactions lors des retrouvailles,
retrouvailles et le fait que la figure d'attachement soit une base de sécurité sont tous observés dans la relation homme-chien. Différentes études démontrent par ailleurs que l'attachement ne dépend ni de la race, ni du sexe, ni de l'âge, ni du degré de sociabilisation, ni même de l'entraînement. Pour les chiens de refuge en situation de manque affectif, 30 minutes de contact suffisent pour qu'ils s'attachent. En revanche, chez le loup, même parfaitement sociabilisé, le lien préférentiel avec son soigneur ou caregiver n'est pas mis en évidence. Et oui, encore une preuve que le chien domestique est bien différent du loup, et notamment dans sa relation avec l'humain. Considérer les différents types d'attachement chez le chien revêt une importance qui va au-delà de la simple classification. Chez les enfants, comme probablement chez les chiots, le type d'attachement qui a été mis en place au cours du développement influe sur la façon dont l'individu s'attachera à l'âge adulte. En d'autres termes, les relations sociales des individus adultes sont largement influencées par le type de lien développé autrefois avec la mère. S'intéresser à la qualité de l'attachement du chiot est précieux pour l'équilibre et la qualité de ses relations futures lorsqu'il sera un chien adulte. L'attachement est un processus complexe qui s'observe et se consolide dans les situations de détresse, mais aussi dans l'apaisement et le plaisir que la proximité avec la figure d'attachement procure. Dès les premières semaines, il est possible d'observer les chiots courir et venir se blottir contre leur mère quand ils sont effrayés. Dans les premières semaines, en début de période de socialisation, c'est une forme de réflexe. Plus tard, cet apaisement procuré par la mère ou par un autre être d'attachement permet aux chiots d'explorer l'environnement et de s'exposer à des stimuli nouveaux, inconnus et effrayants. Plus le lien établi est de qualité, plus le jeune sera téméraire. J'ai beaucoup réfléchi à vous parler ou pas de ce que je vais vous expliquer maintenant parce que c'est un peu compliqué, mais pour ceux qui aiment la biologie, c'est pour vous. L'attachement est avant tout une histoire de sens. Odorat, goût et toucher sont au centre de son activation dès les premières semaines de vie. Les apésines, phéromones sécrétés par la peau du sillon mammaire de la chienne, participent aussi à sa mise en place. Chez la mère, la sécrétion d'ocytocine qui accompagne la parturition ou l'accouchement participe à l'attachement rapide au chiot dès leur naissance. Lors des tétées, la prolactine participe au renforcement du lien. Chez les chiots, du fait de la lente maturation des organes d'essence, l'attachement se fait plus progressivement. C'est seulement après 3 semaines de vie que le chiot va montrer une nette préférence pour la mère. Sur le plan neuroanatomique, l'attachement est sous-tendu par l'inactivation des émotions négatives et par l'activation du circuit de la récompense en présence de la figure d'attachement. J'ai rien compris. Concrètement, la sécrétion d'ocytocine et de vasopressine permet d'inactiver certains récepteurs au cortisol dans l'amygdale, ce qui bloque les réponses de peur. A contrario, le circuit de la récompense est activé et libère des opioïdes responsables d'apaisement et de dépendance. À ce système déjà complexe viennent s'ajouter noradrénaline et dopamine qui agissent aussi respectivement sur la peur et le plaisir. Ah bah on connaît notre sujet quand même. Chez le chien, un attachement au nid est également identifiable et permet un apaisement en l'absence de lettre d'attachement. Ce mécanisme est utile chez les espèces dites nidicoles, c'est-à-dire immatures à la naissance, comme le sont les très jeunes chiots incapables de suivre leur mère. Le processus d'attachement au nid aussi aura son importance dans le processus d'autonomisation progressive du chiot, particulièrement après son adoption. En effet, lorsque les propriétaires sont absents, c'est l'attachement au nid qui permet au chiot de rester seul sans paniquer. Ainsi, le conseil de donner au chiot un lieu de couchage spécifique est important pour autant que le chiot perçoive effectivement ce nid comme un lieu apaisant. Avec la mère, ce nid était rempli d'apésine et associé au plaisir de la proximité. Après l'adoption, il faut le rendre attractif en n'hésitant pas à l'associer à des moments de plaisir afin qu'il devienne apaisant. En plus d'apporter sécurité et courage pour explorer, la présence de la mère est une source de plaisir pour les chiots. Ils jouent avec elle et apprennent à son contact les bases de la communication sociale. C'est en grande partie en jouant qu'ils peuvent observer et répéter toutes les postures de communication dont ils se serviront plus tard. Simulacres de chasse, de soumission, d'intimidation, de bagarre, qui ressemblent aux postures des adultes, mais dont ils ne comprennent pas forcément toute la signification. Ils jouent à faire semblant, pour plus tard savoir faire, et retrouver le même plaisir à faire vraiment. En plus de cela, l'attachement évolue au cours du temps, passant de maternel à social. L'attachement maternel est défini par le lien qui existe entre le chiot et sa mère. Il est donc observable de la période de socialisation jusqu'au moment où le chiot va se détacher, c'est-à-dire jusqu'à la période pubertaire. Ainsi, pour les adoptions classiques réalisées à 8 semaines, le chiot est encore dans cette phase d'attachement maternel et il est incapable de survivre seul. Pour cette raison, il réalise rapidement, si les conditions sont bonnes, un transfert d'attachement vers ses propriétaires. Cet attachement est tellement nécessaire qu'il se réalise immédiatement, parfois pendant le trajet entre l'élevage et la maison d'adoption. La séparation avec la mère crée une détresse que le chiot va compenser en activant ses comportements d'attachement et ses comportements sociaux en direction de l'humain. Un peu comme si une période sensible se rouvrait
à cause du traumatisme subi par la séparation brutale. Le propriétaire devient une nouvelle figure d'attachement en substitut de la mère et va donc jouer ce double rôle de refuge et de base de sécurité, à partir desquels le chiot va pouvoir continuer à se développer harmonieusement. Progressivement, cet attachement unique envers la figure maternelle, ou le propriétaire, est remplacé par un attachement au groupe. Il s'agit de l'attachement dit social, qui se poursuivra ensuite pendant le développement comportemental et tout au long de la vie adulte. Si l'attachement maternel était de bonne qualité et si son transfert en attachement social s'est bien réalisé, les relations futures du chiot seront harmonieuses. Reste à parler de ce qui nous pose souvent problème chez nos chiens, à savoir le détachement. La période d'attachement maternel se termine par le processus de détachement, qui s'achève en fin de la période pubertaire. Ce processus se produit très progressivement durant la période de socialisation. Il est amorcé par la mère qui refuse de plus en plus les contacts avec ses chiots. Les prémices du détachement sont les premiers refus de la mère à laisser ses chiots téter. Ensuite, pendant la période de socialisation et la période juvénile, la mère et les autres adultes vont devenir de plus en plus distants, refusant progressivement les approches et les contacts physiques. La mère, qui a accepté le contact inconditionnel de ses chiots, commence à les repousser de plus en plus souvent. Elle passe également de plus en plus de temps loin d'eux. En fonction des chiennes, comme pour le reste des interactions mère-chiot, le détachement peut être imperceptible quand il est progressif, ou il peut être au contraire très brutal. De même, l'âge de ce changement relationnel est variable d'une portée à l'autre. C'est donc un moment potentiellement très intense émotionnellement pour le chiot, qui peut créer une grande détresse chez lui, mais qui est indispensable à l'acquisition de l'autonomie. Mais qu'en est-il quand le détachement ne peut plus être assuré par la mère? Ce qui est le cas dans nos familles à cause de l'âge d'adoption des chiots. En fait, lorsque l'adoption se produit en période de socialisation, c'est-à-dire avant 3 mois, le chiot n'est pas capable d'être autonome et il doit créer un lien préférentiel avec un humain ou un chien de sa nouvelle famille. L'individu en charge du chiot devra donc ensuite réaliser ce détachement. La plupart des propriétaires n'ont pas connaissance de ces notions de détachement et des processus associés. Le détachement est donc réalisé involontairement, à cause des conditions de vie inhérentes à la plupart des familles. Absence quotidienne lorsque les propriétaires vont travailler, activités menées sans le chiot avec d'autres membres de la famille, arrivée d'un autre animal qui détourne une partie des interactions avec le chiot, etc. Ces situations quotidiennes de séparation remplacent les refus volontaires de contact. Concrètement, même lorsque le chiot n'est jamais laissé seul, il aura besoin d'être aidé à cheminer vers l'autonomie et l'âge adulte, et toutes ces demandes de contact ne devront plus être satisfaites. À la puberté, le jeune chien doit être capable, grâce au détachement, de rester seul sans frustration ni inquiétude, et créer des liens d'attachement secondaires avec de nouveaux individus. Une fois l'âge adulte atteint, le chien qui s'est développé dans un attachement social équilibré est capable de faire preuve d'une certaine indépendance, à la fois en présence et en absence de ses propriétaires. Plus l'attachement maternel originel a été de bonne qualité, plus le chien aura des capacités à tisser des liens apaisants et être autonome lorsqu'il sera adulte. La qualité du lien maternel détermine donc les capacités du chien adulte à vivre les changements sans peur excessive. Un abandon, un décès ou de nombreux déménagements successifs peuvent altérer l'équilibre du chien adulte, qui peut alors développer des troubles de l'attachement plus ou moins sévères. Enfin, quand ils deviennent vieux, certains troubles émotionnels et cognitifs peuvent apparaître, créant des troubles de l'attachement et une perte d'autonomie plus ou moins importante, suivant l'histoire de l'animal et ses vulnérabilités. Voilà, nous avons fait un tour d'horizon sur cette notion complexe qu'est l'attachement. J'espère que ça vous a plu et que c'est un peu plus clair. Et on espère vraiment que cette vidéo vous a plu, et si c'est le cas, qu'est-ce qu'on dit? Un peu tard, mais ouais.